Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au Brame du Cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Barbara Laborde, maître de conférences en histoire de la télévision et des médias à l'université Sorbonne Nouvelle de Paris 3 pour découvrir et décrypter ce nouveau phénomène qu'est la Slow TV. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Slow TV ? Alors, il y a plusieurs formes de Slow TV. Pour définir le plus généralement possible, c'est une émission, un contenu audiovisuel qui n'a pas de scénario, n'a pas de script et repose sur une diffusion en temps long. Donc, temps long, ça veut dire plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment très spécifique à ce format-là, qui n'est justement pas exactement un format, puisqu'il ne se définit pas de façon très réglée sur un format très codifié. Donc c'est une forme qui reste assez libre, donc je parlerai plus de forme, ou bien de dispositif, dans la mesure où ce qui va regrouper aussi toutes ces propositions en Slow TV ou en Slow TV, ça dépend quel accent on veut prendre pour le dire, c'est qu'il y a un dispositif qui peut être très différent selon les productions, et qui permet ce temps long et ce déroulé sans scénario, dans une forme d'attente finalement de ce qui va se passer, de laisser advenir aussi ce qui peut se passer, dans une forme de très libre finalement. On ne sait pas à l'avance exactement ce qu'on va filmer, ce qu'on va capter. Donc ça, c'est un point commun de ce dispositif. Après, dans les modalités concrètes et réelles qui se sont diffusées dans l'histoire, il y a plein de choses qui se font, qui sont parfois très différentes, et sur des thématiques très différentes, et sur des contenus qui peuvent être vraiment très différents dans le résultat final proposé aux spectateurs, aux téléspectateurs. Donc voilà, je pense qu'il faut rester sur ce concept général d'une télévision sans scénario, sans script, pour rester le plus global possible. Et après, voir un peu au cas par cas, justement, quel est le dispositif et quelle est la manière dont on va affiner la définition. Après, il y a une chose qui est aussi un point assez intéressant qui fait converger pas mal de projets et de contenus de ce type, c'est le direct. Mais pareil, il n'est pas systématique. On voit des Slow TV qu'on nous propose seulement, nous, en tant que spectateurs, téléspectateurs, en retransmission, pour des raisons artistiques ou en raison des projets qui sont menés. Mais quand même, la plupart du temps, il y a cette idée du direct et du dispositif qui, justement, laisse advenir une réalité au même moment où on la regarde. Donc, cette espèce de coexistence avec le réel qui est filmé, avec cette médiation, donc une médiation télévisuelle ou par un écran, quel que soit le terminal de réception, et là, une réalité qui est concordante et coexistante avec la nôtre, et qui pourtant se passe ailleurs, mais dans la même temporalité. Et ça, c'est très fort, et c'est la vertu du direct, et c'est la vertu du direct en télévision en général. La télévision est le média du direct. Même s'il y a beaucoup de retransmissions à la télévision, mais voilà, ça reste un petit peu dans l'ADN de la télé d'être un événement du direct, enfin un média du direct. Et donc ça, sur la Slow TV, c'est très fort, parce que quand on part sur du temps très long, sur des semaines de tournage, des mois de tournage, sur des directs donc, qui durent vraiment comme des streamings très longs, évidemment, il se passe quelque chose ou rien. Et voilà, cette temporalité-là d'un direct, donc d'une coexistence temporelle sur une longue durée, qui rend les choses assez inédites, en fait, à chaque fois qu'il se passe forcément quelque chose, même quand il ne se passe rien. C'est un événement. Pourquoi les spectateurs ont moins d'intérêt à regarder quelque chose en replay plutôt que de le regarder en direct ? Ça, c'est la question qu'on pose toujours à la télévision. Pourquoi vous regardez un match de foot plutôt en direct qu'en replay ? Parce que le direct, c'est vraiment la coexistence avec l'événement. Donc là, si je regarde le Brame du Cerf à la forêt de Rambouillet, je sais que ces cerfs, là, ils sont en même temps que moi sur la même planète, à quelques kilomètres, bien sûr, puisque là, il y a quand même une question d'espace qui se pose, mais c'est vraiment dans mon monde, dans le monde dans lequel je vis, sur la même planète que nous. Et ça, c'est quelque chose qui est assez touchant avec le direct en télévision, c'est que ça se passe en même temps. Donc c'est pour ça, le différé, évidemment, ça peut avoir des vertus. Il y a des projets en Slow TV qui ont été très importants et qui ont marqué un peu l'histoire et qui étaient des diffusions avec des montages même intermédiaires après la captation vraiment sur un modèle de Slow TV. Donc là, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Mais c'est pas la même chose. Enfin, c'est différents types de Slow TV. Quand on est en direct, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi, une forme de télé-réalité, on pourra y revenir, d'une forme aussi peut-être de vidéosurveillance, quelque part aussi, parce que ce sont un peu les mêmes dispositifs qui convergent d'un point de vue technique. Ce ne sont pas les mêmes données éthiques après qui vont se poser, mais quand même cette idée qu'on filme tout le temps. Et c'est en direct, et ce qui se passe maintenant.
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui diffère effectivement des propositions quand elles sont en replay ou en rediffusion ou quand on les voit après coup. C'est toujours possible et c'est toujours intéressant. C'est juste pas la même émotion, on va dire, de la réception. Et où est né ce type de programme alors ? Mais c'est vague. En fait, déjà, on n'a pas toujours appelé ça Slow TV. L'appellation arrivait, à mon avis, autour des années 2010, un peu avant. Mais sinon, il y a eu des choses bien antérieures dans l'histoire de la télévision. On trouve, par exemple, je pense que ce qui a plus marqué, c'est les feux de cheminée. Et encore aujourd'hui, c'est un grand exemple de Slow TV, ce sont les feux de cheminée. Donc les feux de cheminée, c'était un projet d'une télévision new-yorkaise dans les années 60, c'est-à-dire vraiment au début de l'histoire de la télé. Alors, la télévision américaine est un petit peu plus vieille que la nôtre, mais d'une dizaine d'années seulement. Et donc, à New York, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'appartements qui n'avaient pas de feu de cheminée, et on s'était dit, voilà, ça pourrait être cette idée que la télévision est une fenêtre ouverte sur quelque chose qu'on n'a pas. Donc quelque chose qui fait rentrer chez nous, dans l'intimité du foyer, puisque la télévision est un média de l'intime. La télévision, elle rentre chez nous. Et c'était la grande différence avec le cinéma, à l'époque de son existence, de sa création. La télévision venait chez nous. Et donc, chez nous, on peut avoir ce cube qui nous renvoie à un espace qui, justement, est extérieur à nous et que l'on reçoit dans son intimité. Donc, le feu de cheminée, c'est pour permettre à des gens qui n'avaient pas de cheminée de quand même avoir l'impression d'avoir une cheminée. Mais c'est encore toujours le cas. J'allais dire aujourd'hui, moi, j'ai pas de cheminée et des fois, je mets sur ma télé un feu de cheminée. Ça peut paraître un peu absurde, mais ça, c'était l'idée. Et alors, c'était pas du tout les mêmes dispositifs parce qu'en fait, on collait bout à bout des petits bouts de film. Donc, c'était en fait des boucles, des petites boucles, ce qui ressemblerait plus à ce qu'on appellerait maintenant un GIF. Oui, parce que finalement, en fait, quand on regarde ces feux de cheminée, le bois ne se consume jamais. Voilà, c'est une sorte de feu de cheminée improbable, en fait, qui, du coup, est pas un vrai montage, quelque part. Mais bon, ça, c'était dans le temps. Et puis, c'est parce que les moyens techniques aussi ne permettaient pas de filmer sur du temps très long. Les batteries des caméras, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. La longueur des films, des pellicules, n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On ne pouvait pas filmer sur des heures et des heures et des semaines et des mois. C'était technologiquement impossible. Mais l'idée de diffuser une image, même en boucle, qui permette finalement d'habiter notre foyer, alors même que c'est une réalité qui n'est pas exactement la nôtre, ça c'est arrivé assez tôt. Et puis, il y avait aussi cette idée dans les programmes télévisés de l'époque qu'il fallait meubler des vides. Alors ça, c'est pareil, c'est plus tellement le cas actuellement où les propositions audiovisuelles sont pléthoriques. Mais à l'époque, on n'avait plus souvent rien à la télé que quelque chose à la télé. Il faut le savoir. Et jusque tard, même en France, quand on parle la RTF, l'ORTF, etc., toute cette histoire de la télévision française, il y a quand même eu toutes les années 50, 60, et même encore un peu dans les années 70. Le plus souvent, quand on allumait la télé, il n'y avait rien. Il y avait une mire de bar, et il y avait un carton qui nous indiquait « Vous êtes bien sur la RTF, vous êtes bien sur l'ORTF », mais pas de programme. Et donc, il y avait cette idée aussi qu'on pouvait un peu meubler en incitant quand même le téléspectateur à rester dans une forme de vigilance par rapport aux médias et en mettant du coup des contenus qui n'étaient pas chers à produire, qui permettaient quand même d'être en contact, créer du contact entre le média et son spectateur et le tout avec cette idée qu'on pouvait inventer des contenus de tout ordre qui n'avaient pas d'enjeu énorme sur la programmation, mais qui quand même étaient là. Et cette idée que c'est là, pourquoi pas. Alors, ça ne rapportait pas forcément d'argent, c'est pas là-dessus que misait le diffuseur, mais c'était là. Donc ça, c'est cette idée d'embryon de télévision. Après, il y a eu des choses plus élaborées et plus intéressantes aussi, je pense, dans les années 2009. Oui, on parle de 2009, surtout pour la date d'un premier événement qui a eu lieu pour la télévision donc norvégienne, historiquement. L'idée, c'était de mettre une caméra sur la tête d'un train, et puis de tourner, de laisser tourner. Et ce voyage, donc, en immersion dans un train qui roule. Et ça, c'était aussi très intéressant comme dispositif, parce que c'était pareil, c'était pas très compliqué, pas forcément non plus très cher. Et ça donnait des paysages changeants, des horaires de la journée aussi qui changeaient, la vitesse du train, ce côté très... apaisant que peut avoir un voyage en train. On l'a tous vécu, même en regardant par la fenêtre d'un train. On a l'impression de vivre une expérience immersive dans une sorte de continuum comme ça, d'espace-temps assez inédit. Donc voilà, c'était du voyage. C'est resté parce que même encore aujourd'hui, dans certaines télévisions, je pense particulièrement à la BBC, ce qui se fait en slow télé, c'est surtout des voyages. Des voyages en train, des voyages en péniche, des voyages en cargo, des voyages de toutes sortes de moyens de locomotion, plus ou moins lents. Et l'idée de la slow TV, c'est juste de suivre le parcours et suivre le voyage
dans la modalité de voyage qu'on a choisi, enfin, comment on peut dire, d'itinérance qu'on a choisi. Et ça reste un programme assez présent dans ce groupe très large des contenus en slow TV. Et comment ça a été reçu dans les débuts, justement, ces programmes un peu alternatifs ? Justement, comme étant alternatif. Alors là, il faut remonter un petit peu à l'histoire de l'art en général, c'est-à-dire que cette idée qu'on peut filmer des choses du quotidien, pas forcément scénarisées, pas forcément très palpitantes, pas forcément entrer dans une fiction avec une histoire, un début, une fin, ça vient plutôt des arts picturaux, ça vient plutôt des avant-gardes, du côté des avant-gardes en peinture, etc. On pense à Andy Warhol et au projet qu'il avait fait, je crois que c'était en 64, un film qui s'appelait Sleep, où simplement il filmait un de ses amis dormir. Et pareil, c'était une boucle en fait, parce que c'était des petits moments filmés qui étaient collés en bout à bout, parce que, encore une fois, des problèmes de pellicule qui se posaient. Il y avait eu des films aussi autour de lieux, donc on filmait le toit de l'Empire State Building, enfin des choses comme ça, très statiques, où on filmait juste le coucher de la nuit, ou au contraire, la fin du jour ou le début. Et ça, c'était plutôt lié à l'art contemporain, à cette volonté justement d'être un peu à contre-courant des propositions qui se faisaient par ailleurs dans ce type de sphère artistique, parce que plus contemplatif, plus lent, encore une fois sans intrigue, sans spectaculaire, sans chercher à surprendre, avec juste cette idée du quotidien qui devient de l'art. C'est vraiment aussi tout ce mouvement des avant-gardes, de signer un buffet, signer un bidet de la part du buffet, etc. C'est des choses qui étaient pour trouver une alternative au quotidien et avoir cette idée, ce parti pris aussi artistique, que le quotidien peut être artistique justement, que le quotidien peut être une œuvre d'art. Donc il y a quelque chose là qui est une volonté un peu disruptive, en tout cas un peu subversive, de prendre les choses du banal pour montrer qu'on peut, si on veut, en faire de l'art. Ça dépend d'un regard que l'on porte sur elle, en fait. Donc je pense que c'est né de là. Après que la télévision s'en empare, ça s'est fait avec ces expérimentations dont je vous parlais sur la télévision new-yorkaise. Il y a eu comme ça des moments, on va dire, de dispositifs un peu créatifs qui appelaient une télévision de création davantage. C'est toutes ces émissions en direct qui se sont passées, y compris du côté de la télévision française, où on filmait des directs longs, des dramatiques, les choses comme ça. Là, c'était du théâtre filmé, donc c'est très différent, mais c'était que le direct est le lieu où on peut filmer différemment le quotidien. Il y avait des dramatiques sociales, par exemple, où c'était vraiment très très proche d'un dispositif d'immersion documentaire, sauf que c'était fictionnalisé et c'était tourné en direct pour justement garantir aux spectateurs cette idée d'authenticité. Donc le direct garantit l'authenticité de ce que l'on filme. Donc voilà, ça c'est rentré dans la télévision, je pense, par cette vertu du direct. Puisque la télévision est un média du direct, c'est le média peut-être le plus privilégié pour arriver à ce type de dispositif cohérent, c'est-à-dire c'est du quotidien filmé, brut. Voilà. Après, ça a mis un peu de temps à s'installer. Et je pense que donc parce que c'est ça, dans les débuts, comment ça a été reçu ? Par exemple, le film Sleep d'Andy Warhol ou le fait d'équiper un train avec une caméra, comment c'est reçu par le public ? Surtout, au tout début, ça touche des publics de niche. Des gens qui sont déjà à la base fans d'Andy Warhol ou fans de l'art contemporain ou fans de des expérimentations qui se font à la télévision. Et le grand public n'a pas forcément tout de suite été touché. Et on le voit même dans les dispositifs beaucoup plus récents, donc les années 2000, 2010 et même aujourd'hui avec la migration des élans, etc. C'est des choses qui mettent du temps à s'installer dans les habitudes spectatoriales. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout habitué en tant que spectateur de télévision à voir des choses comme ça. Du coup, ça met toujours un peu de temps et c'est toujours un peu sur la base de celui qui a envie de regarder la télévision autrement, celui qui a envie de vivre son quotidien autrement, ou celui qui n'aime pas la télévision, mais qui là se dit tiens, ça change par rapport à la télévision. Donc ce côté un peu disruptif, subversif, qui va guider les premiers pas et les premiers temps. Après, ça se popularise et ça se généralise. Et j'allais dire, là, on est au stade où ça s'institutionnalise. Puisque les diffuseurs comme France 3, comme François Région, enfin comme France Télévisions plus généralement, décident de s'emparer de ces questions-là. Et pareil pour la Suède et la Norvège, c'est des networks nationaux, publics, qui ont pris en charge ces dispositifs. Et est-ce que vous diriez que la slow TV, du coup, s'apprivoise ? C'est une bonne question. S'apprivoise, déjà, j'aime bien la métaphore, puisque là, on parle d'animaux sauvages. Donc, peut-on les apprivoiser par la slow TV ? Je ne crois pas. Oui, ça s'apprivoise en termes de modalité de réception. C'est-à-dire qu'il faut accepter en tant que téléspectateur, ou spectateur, puisqu'on peut regarder autrement que sur le cube de la télévision traditionnelle, accepter d'avoir un autre rythme de visionnage,
accepter le temps long. Donc, avoir le temps de consacrer cette attention au programme. Et j'allais dire, ou pas. Parce qu'on peut aussi décider de mettre de la slow TV en fond sonore ou en fond visuel. Et ça, la télévision est aussi le média de ce qu'on appelle l'attention dilettante, c'est-à-dire un média, vous voyez bien dans un bar, il y a la télé des fois qui est allumée, il n'y a même pas le son, il y a juste les scrolls qui s'affichent en bas, on sait à peu près de quoi ça parle et on voit un présentateur qui parle, mais on ne sait même pas trop ce qu'il dit. On peut regarder la télévision sans vraiment y faire attention. Et ça, c'est vrai depuis le début de la télévision. Il y avait des programmes qui étaient prévus pour les gens qui restaient chez eux, qui étaient souvent les femmes qui ne travaillaient pas, qui avaient des tâches ménagères et qui allumaient la télévision pendant qu'elles faisaient leurs tâches ménagères. Là, on est dans des sociétés des années 50. Je passe sur le sexisme ambiant de la programmation, mais c'était quand même un petit peu ça l'idée. Donc la télévision, on peut l'allumer pour faire autre chose à côté. Donc apprivoiser la slow télé, ça peut être juste revenir à un usage qui était vraiment un usage assez du début de la télévision, donc assez primaire ou primitif, je ne sais pas comment dire, de ce type de média, où on doit pouvoir accepter qu'elle soit là sans être vraiment là. Et il y a plein de gens qui allument la télé chez eux sans vraiment la regarder, ou en faisant totalement de choses, ou même en ayant plusieurs écrans allumés en même temps et en étant en train parallèlement de regarder une vidéo sur un réseau social, etc. Donc ça, c'est pas vraiment apprivoiser, c'est peut-être même renouer avec ce qu'a pu être la télévision dès son origine, dès le début de son existence en tant que média. Donc voilà, il y a plusieurs façons de dire apprivoiser. Ça peut être juste renouer avec des habitudes qu'on n'a plus, mais ça peut être aussi regarder la télévision différemment, ou tout simplement la regarder un peu comme d'habitude, mais avec un programme qui semble vraiment bien positionné, un bon dispositif, on va dire, pour avoir cette attention dilettante et de temps en temps, s'arrêter vraiment et regarder vraiment, et de temps en temps, faire autre chose. Donc voilà, cette espèce d'ouverture possible des usages que nous propose le programme, ça me semble intéressant aussi, se dire qu'on n'est pas tous obligés de regarder tout le temps la slow télé de la même façon. Et que même un individu peut très bien choisir à un moment donné, rentrer du travail, d'avoir vraiment envie de ce moment de pause, de calme, de respiration, où il va regarder vraiment et s'immerger vraiment dans le contenu en slow TV en se disant « ouais, j'ai besoin de ce moment-là dans ma journée ». Et puis à d'autres moments, rentrer chez lui et avoir plein de choses à faire et allumer la télé, mais ne plus du tout la regarder de cette manière-là. Donc voilà, et ça, c'est la force de ce média aussi. C'est tellement un média intime, c'est tellement un objet qu'on a chez nous tout le temps et qu'on peut décider d'en faire un peu ce qu'on veut. Et d'autant plus aujourd'hui, où on n'est même plus condamné à cette spatialité du cube dans son salon ou dans sa cuisine. Donc l'écran étant lui-même nomade, on peut vraiment en faire ce qu'on veut et le regarder n'importe quand. Et qu'est-ce que ça vient questionner aussi de notre rapport à l'écran ? Parce que, en l'occurrence, dans le cas du Brame du Cerf, en ce moment, c'est quelque chose qu'on pourrait vivre, passer à travers l'écran et aller en forêt pour soit écouter le Brame du Cerf ou même juste marcher en forêt et découvrir la nature qui nous environne. Qu'est-ce que ça vient dire de notre rapport à l'écran ? C'est ça, et je pense qu'il y a du pour et du contre, c'est-à-dire du côté de la défense des écrans, quelque part, s'il faut les défendre, puisqu'ils sont vraiment énormément attaqués en ce moment comme étant des lieux de perdition, les écrans, et de perdition surtout au niveau de l'attention, justement, la concentration, etc. On a l'impression qu'on se perd dans les écrans et dans une sorte de trop-plein des écrans. Donc, on peut dire, oui, justement, là, on a une proposition d'écran qui est bien un écran, mais qui propose un autre rythme, et donc on va faire tomber toutes ces critiques sur le côté trop plein, le côté complètement, j'allais dire, nerveux, surtendu du flux télévisuel. Et on peut aussi avoir une perspective un petit peu divergente qui dirait, mais oui, mais justement, c'est toujours remettre de l'écran là où ça vit très bien sans écran. Typiquement, le cerf, il n'a pas besoin qu'on le filme. Et j'allais dire même, on a plus de chances de le gêner que de ne pas le gêner. Donc, pourquoi aller créer du dispositif qui va finalement aboutir sur un flux d'écran, alors que la nature fait ça depuis des millénaires et s'en porte très bien sans nous. Parce qu'effectivement, c'est quand même une proposition et un dispositif qui propose une nature cadrée, une nature qui, quelque part, est déjà encapsulée dans un regard humain, en plus. Donc, il y a une forme d'anthropomorphisme aussi de ce qu'on va pouvoir faire de ce flux. Et si on veut créer une histoire, si on veut se faire une histoire, etc., c'est nous, humains, qui allons plaquer de nos expériences quotidiennes sur une nature qui n'a pas besoin de nous. Donc, on peut y voir à la fois une forme de contre-pied par rapport à cette surconsommation des écrans et cette suractivité des écrans, que ce soit du côté de la production ou de la réception. Donc ça, c'est une façon de voir les choses de manière un peu positive. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'un certain public va réhabiliter
sa télévision parce qu'on peut lui proposer et lui dire mais non, regarde, à la télévision, il n'y a pas que des choses complètement accélérées, encapsulées dans des micro-formats, etc. Il y a aussi des choses qui respirent et qui nous laissent du temps long pour regarder des programmes, etc. Et puis, il va y avoir aussi une partie, je pense, du spectatorat qui va dire, ben voilà, c'est encore une façon d'aller mettre des écrans où il n'y en a pas. Et pourquoi ? Donc, vous voyez, je pense qu'on va pouvoir discuter sur cette question-là. Et qu'est-ce qu'elle questionne au sujet de notre rapport au temps, la Slow TV ? C'est toujours cette question de la frénésie, finalement. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a une accélération du temps parce qu'on peut avoir tout de suite maintenant en 2 clics avec une forme de volonté de vitesse aussi. Comme si finalement le progrès ne valait que si tout le monde pouvait tout avoir tout de suite et dans les plus brefs délais. Et donc là, cette idée qu'on a une télévision qui prend à contre-pied ce modèle-là, c'est bien nous dire, et que ça plaise, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion quand même des publics, ça dit bien que peut-être on est nous-mêmes en recherche d'une renégociation de notre temps quotidien. Puisque la télévision est un média du quotidien, donc ça agit sur notre temps quotidien, cette question de la slow-tv. Je pense qu'on est beaucoup à se dire que notre temps quotidien va beaucoup trop vite. Qu'on n'a pas plus le temps d'en profiter, qu'on n'a plus le temps de s'asseoir et de respirer, qu'on n'a pas le temps de penser, qu'on n'a pas le temps de se retrouver, de se reconnecter, etc. Donc ça vient effectivement questionner nos suractivités quotidiennes. Donc ça, c'est quelque chose qui dit que ce dispositif fonctionne, dit quelque chose, je pense, d'une forme de prise de conscience des publics, d'une frénésie actuelle, qui est sociale, qui est sociétale, qui ne nous comble pas complètement. Il nous manque quelque chose. Après, sur ce que ça vient de dire de notre rapport au temps, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est la question que vous me posiez, le rapport au temps, c'est cette question du temps long. On a rarement le temps de faire vraiment les choses jusqu'au bout, complètement, si on sait que ça va nous prendre du temps. C'est-à-dire que si on arrive à le caser dans un iCal et que c'est de 9h30 à 10h, ça va aller, on va pouvoir le caser, positionner, c'est bien, on va se faire des rappels et tout. Tout est bien timé, on contrôle le temps. C'est du contrôle du temps. Son temps personnel, on le contrôle. Voilà. On a tous ces outils très technologiques de notre quotidien qui nous font des rappels, qui nous encadrent sur notre gestion du temps et nous aident, par ailleurs. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre ? Est-ce que c'est cette temporalité-là qui me va bien, déjà, d'un point de vue même de ma santé mentale, physique, etc. Est-ce que j'ai pas envie de gérer mon temps autrement, justement en dehors de ces injonctions, de la vitesse, de la ponctualité, il faut que cela arrive à cette heure-là et pas une minute après. C'est tous les rendez-vous qu'on se donne même par Meet, en visioconférence, etc. C'est complètement contraignant et complètement dans l'injonction perpétuelle d'être à la bonne heure au bon endroit. Et là, la slow télé, c'est dire, il n'y a pas vraiment de rendez-vous en fait. Vous venez quand vous voulez, vous venez comme vous voulez, et autant de temps que vous voulez, et ou pas. Enfin voilà, il y a quelque chose de la non-injonction en fait. Puisque de toute façon, ça va arriver. Ça, c'est le direct. Ça arrive, c'est là. C'est en train de se passer. Que vous vouliez assister ou pas, ça vous voir. Que vous vouliez assister pendant des heures ou pendant 3 minutes, c'est aussi vous qui voyez. Donc la gestion de son temps personnel et cette proposition qui nous est faite, justement de le gérer un peu différemment, de le gérer en mode lâcher prise. Donc je ne gère pas ce que je regarde, je ne sais pas ce que je vais voir, je ne sais pas si ça va être bien, je ne sais pas si ça va être réussi, je ne sais pas si ça va être à la bonne heure. Ça coule dans un flux télévisuel, certes, mais dans un temps long qui, lui, n'est pas télévisuel et qui nous incite aussi à nous poser des questions sur notre propre gestion du temps. C'est ça que je trouve intéressant, si on veut essayer de voir un peu ce que ça reflète de la société actuelle et de nos pratiques et de notre quotidien tel qu'il est actuellement dans la société. Je parle en général, il y a bien des gens qui vivent sur d'autres rythmes aussi, La frénésie est peut-être un peu plus importante en ville qu'en milieu rural. Est-ce qu'il y a eu des études sociologiques qui ont été effectuées pour savoir si justement la slow TV touchait un peu plus une population urbaine ou plutôt rurale ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas vu de recherche faite sur cette question. Parce que je pense qu'on attend aussi d'avoir un peu de recul et que les diffuseurs se précipitent pas forcément sur cette idée d'enquête pour être sûr que leur spectatorat sera fidèle, je sais pas quoi, mais ça va se faire, à mon sens, il va y avoir des enquêtes. Il faut que ça se passe sur du temps long parce qu'on ne sait jamais exactement comment on touche les gens sur la durée. Mais oui, il y a fort à parier. Moi, je sais pas, je fais pas de prophétie, mais il y a fort à parier que le public urbain est peut-être plus en demande
et en manque aussi de ce contact avec la nature et avec son temps long. On peut imaginer que quelqu'un qui vit en milieu agricole et dont la vie déjà est rythmée par, je sais pas, la traite des vaches, enfin, c'est un peu cliché ce que je dis, hein, mais va moins se sentir investi de cette nouvelle modalité de visionnage de la télévision, parce que lui-même, dans son quotidien, de toute façon, vit cette temporalité-là. Mais nous, urbains, avec les horaires de métro, les horaires de boulot, les horaires de tout ça, effectivement, on se retrouve non seulement à questionner notre temporalité, notre rapport au temps, mais le rapport à la nature. Et du coup, là, dans cette proposition de Slow TV, qui est justement dans la forêt de Rambouillet, avec des cerfs, etc. Donc, on parie plutôt sur un contenu lié à la nature. Oui, peut-être que les urbains seront plus incités à y voir du renouveau aussi, quelque chose de nouveau à la télévision. Après, il y a eu des projets de Slow TV complètement urbains, type le Tokyo Reverse de 2014 sur France 4. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ouais, peut-être. Ça, c'était vraiment une proposition qui était presque un happening artistique, en fait. C'est pour ça qu'on parle de Slow TV aussi pour ce genre de format, mais quelque part qui rejoignait plus des questions liées au spectacle vivant et ce qu'on pourrait appeler, ou moi ce que j'appelle une sorte de happening télévisuel, audiovisuel en tout cas. Donc, il y avait le projet de filmer, c'était sur 9 heures, un peu plus de 9 heures, donc globalement, c'était surtout la temporalité nocturne, la déambulation d'un promeneur à Tokyo, dans Tokyo. Donc Tokyo, archi-urbain, on est bien d'accord. Et l'idée avait été, et là c'est en ça que ça rejoint quand même quelque chose qui relève du spectacle vivant et de la recherche artistique, vraiment. Il marchait à l'envers, enfin il marchait en reculant, en fait, et c'était inversé au moment de la diffusion pour qu'on ait l'impression finalement que lui marche dans le bon sens et que c'est tout le monde qui marche dans l'autre sens. Donc il y avait cette idée de reverse. On a l'impression, on sent bien qu'il marche pas exactement comme on pourrait l'attendre. Et si on est un peu malin, on comprend que c'est une inversion en fait du médium. Mais ça, c'était quelque chose qui était pensé sur un parcours à Tokyo, donc vraiment très très urbain, qui était très écrit, très scripté. Et ce qui, pour le coup, là, il y avait un vrai travail de mise en scène sur le trajet qui a été effectué. Et l'idée aussi, c'était que justement, il y avait la frénésie de la ville, mais avec ce côté quand même totalement imprévisible de ce que justement les passants regardent, les passants regardent. Ils sont un peu étonnés, la présence de la caméra, la présence du promeneur qui marche un peu bizarrement, etc. Donc tout ça, c'était vraiment pas prévu, pas écrit. Donc, dans cette perspective-là, il y avait cette idée du temps long parce que, justement, la diffusion sur France 4 avait été décidée. Enfin, à l'époque, si je me souviens bien, ça démarrait assez tard le soir, enfin après le JT, en gros, je ne me rappelle plus l'horaire exact, et ça se déroulait toute la nuit. Donc, on est sur 9 heures de diffusion longue, sur un temps où l'antenne est un peu creuse, et où on a l'impression comme ça que la télévision meuble aussi un peu ses programmes avec un projet qui se diffuse sur du temps long. Donc c'était vraiment une première façon de montrer qu'on pouvait être une télévision traditionnelle, avec une programmation traditionnelle qui pour autant choisissait d'interrompre ses programmes et la rythmicité de sa programmation pour au moins pendant 9 heures, à peu près une nuit, suivre une déambulation artistique quelque part dans des rues. Et ce qui était intéressant aussi, c'était le plan séquence qui avait été utilisé là dans ce dispositif-là. Tout est tourné en plan séquence, donc il n'y avait pas d'interruption de la caméra qui était prévue. Donc ça donnait aussi cette impression de fluidité qu'on va retrouver dans les voyages en train dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée que c'est fluide, le mouvement est fluide et on suit comme ça un mouvement de déambulation. Ça, je pense que la déambulation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça a été le cas aussi pour le projet autour des élans dans la télévision suédoise. Les élans déambulent. Ils migrent. Donc, cette idée du mouvement lent. C'est ça, la Slow TV, c'est du mouvement lent. Donc ça, c'était Tokyo Reverse. On était dans l'urbain, le sururbain même, parce que Tokyo, la mégalopole. Mais pour autant, on peut avoir des projets comme celui de France 3 Île-de-France actuellement, qui au contraire s'inscrit dans un écosystème qui est un écosystème naturel où justement on n'est pas du tout dans l'urbanisme frénétique de Tokyo. Donc vous voyez que là ça dépend vraiment du parti pris de la mise en scène, de la réalisation et du dispositif qui est mis au service de cette intention. Et comment a été reçu Tokyo Reverse alors par le public ? Je me rappelle une réception un peu molle. Enfin, ça n'avait pas eu un succès époustouflant au départ, mais en même temps les choses se sont aussi agrégées petit à petit parce que je me souviens qu'on en a beaucoup parlé après. Et que beaucoup de gens, du coup, sont allés voir. Alors, c'était plus la première diffusion, mais il y a eu une mise en ligne du contenu en version intégrale. Alors, je pense à l'époque, c'était Dailymotion, enfin une plateforme de cet ordre. Et beaucoup de gens sont sur le temps long, finalement, ont vu
ce film-là. Pas forcément en entier, parce que voilà, c'est quand même 9 heures de visionnage, mais on en a beaucoup parlé. Donc peut-être pas sur le moment où ça a peut-être plutôt un peu pris de court les téléspectateurs, mais sur le temps long, c'est quelque chose qui a été quand même marquant, qui a marqué l'histoire de la slow TV et l'histoire de la télévision, je pense, tout court. Vous voyez, faut se garder d'avoir un jugement trop hâtif. En télévision, les choses se passent parfois sur la durée. Il peut y avoir des choses qui, au moment de la diffusion, fonctionnent pas forcément très très bien en termes d'audience, mais qui, sur le temps long, installent une forme de pérennisation du format. Avec Tokyo Rivers, le Brame du Cerf en ce moment, on parlait du feu de cheminée, il y a également eu la diffusion de l'exploration des fonds marins avec un sous-marin argentin ces dernières semaines qui a extrêmement bien marché, plusieurs millions de téléspectateurs. Est-ce qu'on peut tout développer en slow TV ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut tout développer en slow TV ? Ouais, je pense qu'a priori, on pourrait tout développer en slow TV, surtout que maintenant, on a les moyens techniques pour le faire. On est très, très aidé par des outils technologiques qui, maintenant, font qu'on peut faire du streaming très facilement, sans que ce soit forcément très cher, ni avec un matériel très lourd. Parce qu'il y a ça aussi, il faut que le matériel soit souple à utiliser, qu'il soit facilement connecté, parce qu'on a du flux qui passe par Internet, et c'est vraiment là toute la technologie du streaming, qui maintenant est bien en place, et ça, effectivement, ça permet, avec des dispositifs parfois assez légers, et sans être forcément réalisateur ou même épaulé par une structure de production ayant pignon sur rue, etc., de faire sa propre slow TV, quelque part. Et de la diffuser à ses amis, sa famille. Pourquoi pas, On peut imaginer des choses qui sont dans ce format-là et qui n'ont pas du tout été pensées pour une diffusion télévisuelle traditionnelle sur un média institutionnalisé, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a des projets qui peuvent se faire à toute petite échelle, y compris à l'échelle de l'individu. Et en slow TV, c'est rendu tout à fait possible. Et il y a un terreau fertile en France pour la slow TV ? On verra. On verra ce que ça va donner avec la proposition que fait France 3 Île-de-France, là, parce que justement, je pense que depuis Tokyo Rivers, on était un peu en stand-by par rapport à cette question-là. On voit que sur les réseaux sociaux, il se passe plein de choses, mais qui ne sont pas institutionnalisées, qui ne sont pas forcément très bien référencées non plus. On tombe dessus quand on veut bien, mais c'est pas... Et là, je pense qu'avec cette idée que sur une chaîne de télévision connue, France Télévisions, une institution. On propose comme ça sur la plateforme ce format-là. Ça va peut-être ouvrir des possibles et puis donner des idées à des producteurs et donner des idées à d'autres types de slow TV qui ne porteront peut-être pas du tout sur le cerf, ni sur le brame, ni même sur la nature. Enfin, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Il y avait eu Berlin aussi, Berlin 24 heures. Ça avait été sur Arte. Et là, c'était pareil. C'était suivre en montage parallèle 24 heures de Berlinois. Donc il y a ça aussi, cette idée de rester dans la ville, au contraire de l'idée du Brame du Cerf, où on est en pleine nature, rester dans la ville et de suivre le quotidien des urbains, au contraire. Donc ça, il y a des propositions très diverses qui peuvent s'imaginer. Il y a des plateformes françaises qui revendiquent le fait que la slow TV puisse procurer du bien-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? C'est toujours pareil avec le bien-être. C'est-à-dire que le bien-être des uns ne sera pas celui des autres. Donc oui, je pense que potentiellement, on peut y trouver du bien-être, si on a envie et si on est dans une prédisposition à vouloir ralentir son rythme, respirer, etc. Il y a un grand discours sur le bien-être actuellement. C'est devenu une véritable industrie, l'industrie du bien-être. Tout le monde a envie d'aller mieux et de se poser, etc. Il y a un grand discours sur c'est important aussi de vivre autrement, de renouer avec la nature, de renouer avec son propre rythme biologique, etc. Ce qu'on est aussi en tant qu'individu humain, coupé peut-être des rythmes biologiques naturels de l'espèce humaine. Donc voilà, ça c'est un discours qui est très ambiant. Donc je pense que oui, il y a un terreau fertile. Après, que ce soit largement partagé, ça dépend des populations, ça dépend des lieux, ça dépend des âges. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu générationnel aussi dans cette question du bien-être. Donc comme d'habitude, il ne faut pas trop généraliser. Ça parlera à ceux à qui c'est déjà... Enfin, la prédisposition existe déjà. Je ne pense pas que ça va forcément convaincre des gens qui ne sont pas du tout là-dedans et qui se trouvent très bien avec leur rythme de vie, ou bien qui n'aiment pas la télé, ou qui n'aiment pas regarder les écrans. Enfin, il peut y avoir différents types de prises de position disruptives, justement. On peut tout à fait imaginer qu'il y a des groupes d'individus à qui ça ne plaise pas du tout aussi comme programme. Donc, terreau fertile et bien-être, oui, si on adhère. Et ça, adhérer, ma foi, ça dépend des gens et ça dépend des moments, et ça dépend des lieux, ça dépend de plein de choses que là, du coup, je trouve qu'on ne gère pas. Et tant mieux.
C'est très difficile de complètement scruter un spectatorat. On peut le chiffrer, on peut voir des vagues d'audience, on peut mesurer ça. Ça devient très mesurable avec Internet et les flux sur les réseaux. Mais qu'est-ce que ça dit vraiment de ce que ça va provoquer chez l'individu, c'est-à-dire du bien-être plutôt que la déprime, aller en forêt plutôt que de regarder des plateformes de séries télévisées, etc. Je ne cite pas de nom. Voilà, je ne sais pas ça. Est-ce que vous pensez enfin que l'émergence des plateformes télévisuelles comme Netflix ou c'est vous qui l'avez dit. peut également permettre à la Slow TV de se développer hors de la télévision traditionnelle? Mais ne vous trompez pas, si ça marche bien, Netflix va faire de la Slow TV. Bah oui. À partir du moment où ça va rencontrer un public, tout le monde va s'y mettre. Plateformes et réseaux sociaux qui s'y sont déjà mis. Sur YouTube, on trouve beaucoup de propositions qui sont plus ou moins appelées Slow TV, parce que des fois, l'appellation n'est pas celle qui est donnée par le producteur de contenu, mais où c'est la même idée, où ce sont des dispositifs approchants. Et si ça se met à marcher, tous les diffuseurs en feront. On a une appellation française pour la Slow TV? Moi, j'ai vu dans un journal Télé Escargot. Ok. Bon. Ça va s'installer peut-être dans le langage. Après, le mot slow est suffisamment presque francisé. Enfin voilà, ça ne me semble pas très... Et je trouve que ça dit bien ce que ça dit, Slow TV quand même. Tu sais, aussi que c'est doux, que c'est lent, que c'est long. Ça dit tout ça, en fait. Le mot en anglais résume tout ça, que nous, en français, on a plein de mots différents, peut-être moins un mot aussi synthétique que slow. Donc, bien malin qui trouvera le véritable bon mot qui traduit tout ça. Écoutez, merci beaucoup Barbara Laborde d'avoir été avec nous pour échanger autour de ce nouveau concept émergent qu'est la Slow TV. Je vous en prie.